Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le directeur marketing de SAB. SAB, c'est un éditeur de logiciels bancaires qui est un core banking et qui équipe environ une centaine de banques de par le monde et dont la grande majorité en France. Donc, l'objectif de ce matin, que je me donnais en un quart d'heure, c'était de revenir sur l'API management et, au fond, tous les défis auxquels ont été confrontés nos clients et nous-mêmes depuis 18 mois. Si je me permettais cette petite phrase, il y a 18 mois, nous étions au bord de l'API. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant. Et ce sont tous ces petits pas, finalement, qui nous ont permis de faire ce grand pas que je voudrais vous faire partager. Alors, la première chose, ça a été de se dire, finalement, le point de départ de tout ça, pour nous, on n'en a pas tellement reparlé ce matin, mais le point de départ, c'est quand même la réglementation, c'est la DSP2. La DSP2 qui dit aux banques, ah bah oui, vous avez des données bancaires, il n'est pas concevable que des tiers, en particulier les agrégateurs, puissent accéder à tout le système d'information si vos clients donnent leur mot de passe et leur code d'accès. Donc il faut que vous exposiez publiquement vos données, en particulier celles de vos clients, et que vous sécurisiez le tout. Donc ça, c'est le point de départ, finalement. Et nous, on était dans une situation actuelle, à ce moment-là, qui était de se dire, nos clients, et les banques en général, ont leur système d'information dont elles disposent, avec un Internet qui permet à un client de voir un peu les données. Et puis les échanges entre les banques, ils se font par le biais de systèmes privatisés interbancaires. Mais finalement, il y a peu d'échanges qui passent dans le monde Internet. Le monde Internet est utilisé simplement pour voir les données. Et puis la tarification de tout ça se fait selon les opérations. Donc voilà le modèle de base. Et par rapport à ça, la question que se posent nos clients, et nous nous posé la question, c'est quelle est la vision qu'on doit développer par rapport à une demande réglementaire qui est la DSP2. Alors il y a une vision minimaliste simple qu'on a entrevue, qui était de se dire, finalement, la DSP2, c'est un autre serveur Internet. J'ai le serveur Internet pour mes clients. Je vais faire un autre serveur Internet un petit peu amélioré et un petit peu différent pour les TPP, pour qu'ils puissent voir les données. Ça, c'est ce que j'appelle le minimaliste. Nous, on a préféré, et c'était le premier sujet, de se dire, derrière tout ça se cache l'API, les discussions commençaient à le voir, et de se dire finalement, le monde de demain, il va changer. Il va changer parce que, certes, il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui vont vouloir accéder aux données. Dire de plus en plus d'acteurs qui vont accéder des données, là, on rentre dans des technologies Internet qui étaient déjà connues largement dans d'autres domaines d'activité, comme les transports, par exemple. Ce sont les API. Et puis la sécurité, on commençait à parler d'authentification forte. Donc on voit bien les deux sujets qui arrivent. Et puis surtout, ce qu'on s'est dit, c'est que les échanges, ils vont arriver, et les opérations vont arriver progressivement, non plus par le système interbancaire, mais elles peuvent arriver par le monde de l'Internet. Ça va être un peu le cas de l'instant de paiement. Donc on a vu arriver ça, et je peux vous dire que le premier défi n'est pas le plus simple, c'est de faire partager cette vision. Parce que pour une entreprise, pour un marché, il faut avoir cette vision pour trouver le chemin pour y aller. Parce que tout ça est assez révolutionnaire. Et il a fallu faire partager cette vision d'abord à une direction générale, ensuite à l'ensemble de l'entreprise, et puis enfin la faire partager aussi à nos clients. Donc voilà aujourd'hui quelle est la vision qu'on partage, avec derrière un changement de modèle de business, puisque d'un modèle de business où la banque se rémunère sur les opérations, commence à arriver en parallèle un autre modèle qu'on connaît bien dans le monde de l'Internet, qui est la rémunération du système d'information lui-même, de l'appel aux API. Donc voilà aujourd'hui quel était l'enjeu. Et ensuite, le premier défi était déjà de se donner d'une vision, de la faire partager. Les défis suivants, ça a été de la faire avancer. Alors cette vision, paradoxalement, c'est une vision technologique. Il n'y a pas beaucoup d'aspects métiers là-dedans. Donc pour des gens qui sont surtout habitués à traiter de leur métier et qui avaient une technologie assez historique, robuste, utilisée, la première question, c'est quelle technologie j'utilise pour exposer les données. Les réponses arrivent assez simplement. La technologie, c'est des technologies dites de haute disponibilité. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. Il y a un mot-clé que tout le monde a commencé à retenir, c'est Docker, avec ces technologies qui permettent d'exposer des données en permanence et de faire évoluer les systèmes. Mais du coup, déjà, le premier sujet, c'est d'apprendre à faire ce travail-là. Un éditeur comme nous, historiquement,
développe en COBOL sur des technologies matures. On a 300 personnes qui travaillent comme ça. Il a fallu commencer à se dire comment je fais apprendre déjà un noyau dur et puis de faire étendre cette connaissance dans l'entreprise pour commencer à trouver ces ressources et cette connaissance pour faire ce genre de choses. Voilà le premier défi. Le deuxième défi, c'est de se dire, c'est intelligent de faire des nouveaux services haute disponibilité. Encore faut-il raccrocher le système existant de nos clients à ce nouveau système. Donc ça veut dire qu'il a fallu aussi réfléchir à se dire, je vais créer aussi des pontages industriels, parce que derrière tout ça, même si je ne l'ai pas redit, il y avait la DSP2. Et la DSP2 dit, vous devez être prêt en mars 2019. Et nous, on devait donc migrer un nombre important de clients qui nous le demanderaient en un temps très court. Et donc, vous ne pouvez pas faire cette migration si à chaque client, vous lui dites, on va se lancer dans un projet de 18 mois. Donc, la raison pour laquelle il a fallu aussi industrialiser l'intégration avec le système existant, c'est cette course contre le temps. Puis enfin, le troisième sujet, c'est de se dire, c'est bien de faire des services haute disponibilité, après, il faut les exposer. Donc, il y a deux sujets techniques différents. Hein. C'est des services qui fonctionnent 24/24, toute l'année, sans arrêt, et l'exposition de ces services pour que d'autres puissent les utiliser. Donc ça a été le premier sujet. Puis, en avançant, on s'est aperçu qu'il y avait le sujet de la sécurité. Alors, la sécurité, on l'a vu abordée sur deux aspects. Un aspect de l'hébergement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on s'est posé la question de se dire avec quelle plateforme on va développer nos nouveaux services, vous regardez sur le marché, tout le monde vous dit Amazon, Azure, tous ces gens-là, c'est formidable. Vous avez toutes les plateformes, vous avez tous les outils, ça coûte très peu cher et vous allez très vite. Alors vous dites, vous allez les voir, vous trouvez effectivement que tout ça est formidable. Puis quand vous interrogez vos clients, ils vous disent oui, mais j'ai quand même un petit problème. Ça s'appelle le Cloud Act. Ça veut dire que si je mets mes données sur ces plateformes-là, elles dépendent du droit américain. Quand on a des clients qui s'appellent Rothschild, Natixis Wealth Management, c'est un sujet un petit peu délicat. Et donc là, très vite, on a été obligé de se dire oui, mais il va falloir créer notre propre cloud, se faire ça en privatif, ce qui rajoute, bien sûr, un peu de complexité, un peu de temps, de l'apprentissage, et refaire tout ça. Donc vous voyez, c'est un sujet qui paraissait très facile au début, et dont on s'est aperçu en cours de route que c'était un défi supplémentaire, parce qu'il fallait qu'on se remette en route. Alors, bien sûr, on avait une expérience historique du SaaS, puisqu'on a à peu près un tiers de notre parc client qui est déjà en mode SaaS, mais voilà, il a fallu se remettre encore sur le sujet. Puis enfin, dernier sujet, l'authentification forte. On ne va pas là rentrer dans les détails, mais là encore, il a fallu se dire comment je le fais, quel est le moyen simple de le proposer à mes clients. Bien sûr, là, on n'allait pas tout faire nous-mêmes, on a pris des partenariats, mais encore faut-il prendre le temps d'étudier les diverses offres, de trouver la bonne, de rentrer dans des aspects contractuels. Tout ça est un défi permanent contre le temps. Donc, le premier sujet, on l'a fait, et finalement, on s'est dit, ce travail-là, on l'a fait, on fait le faire à nos clients. C'est la raison pour laquelle, pour simplifier tout ça, on a créé notre propre plateforme, en fait, à laquelle on propose, qui est en SaaS, et à laquelle on propose à nos clients de se raccorder s'ils le souhaitent. Nos grands clients, eux, ayant eux-mêmes les moyens, alors je parle de nos grands clients que sont BNP, HSBC, Socram, Orange, ayant eux déjà les moyens de mettre leur propre plateforme API en place, et on leur fournit des briques au milieu de tout ça. Donc notre métier bouge un peu. Notre métier d'éditeur pur, qui était de fournir des logiciels qu'on installe chez un client, qu'on paramètre et qu'on met en place, est en train de bouger de plus en plus vers un métier de service. On propose une plateforme qui permet aux gens de mettre des nouveaux services en route, en particulier des SP2, et on va voir qu'il y en aura d'autres, qui aussi, pour nos grands clients, on délivre des modules dans des nouvelles technologies, et puis demain, qui sera probablement, et on va le revoir dans les slides qui viennent, un métier de ce que j'appellerais un peu l'orchestrateur API, c'est-à-dire de créer des nouvelles fonctions bancaires avec des partenaires sur notre plateforme API ou sur celle des autres. Donc derrière ces sujets-là, je vous l'ai dit en filigrane, deux grands autres défis qu'il faut régler en permanence. D'abord, la connaissance parfaite de la réglementation, parce que la réglementation, on se dit, en partant dans un projet comme ça, il suffit de lire les 20 pages et puis je connais tout. Puis vous apercevez que quand vous avez lu les 20 pages, vous avez 500 questions sur lesquelles vous trouvez que 200 réponses et qu'il faut en imaginer 300. J'exagère à peine, mais c'est un vrai sujet. Et derrière aussi, bien sûr, le sujet de la compétence RH. Il faut trouver les compétences.
L'intérêt de ce sujet-là, quand vous le portez dans une entreprise, c'est que vous amenez une nouvelle vision, vous amenez un futur, et là où il y a un futur, il y a un chemin. Et là, de ce point de vue-là, ça permet aussi d'attirer, de trouver, de motiver les gens pour se lancer dans cette aventure-là. Donc ce premier défi étant réglé, il y en a un deuxième. C'est qu'une fois que vous avez réglé le problème de la technologie, que vos clients sont contents, qu'ils ont investi, vous vous dites, déjà, nous, en tant qu'éditeurs, comment on rentabilise tout cet investissement? Investissement obligatoire, je vous le rappelle, puisque c'est réglementaire. Donc, le règlement a poussé complètement la technologie. L'investissement fait, la question se pose, ou en cours, en passe d'être fait, la question se pose de la rentabilité. Alors, en directeur marketing, on est très paresseux. La première chose qu'on regarde, c'est on se dit, qu'est-ce qui se passe? Comment se tarifient les API sur Internet? Vous cherchez tarif API sur Internet. Première surprise, vous ne trouverez pas grand-chose. Vous trouvez deux références, en gros. Si vous cherchez un peu plus loin, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, j'en ai rapidement trouvé deux. C'est Google Maps. Et vous vous dites que dans les deux cas, dans les plusieurs cas, et c'est le modèle que vous aviez en tête, ben, le client il va payer au prix de l'appel. C'est ce qu'on disait. Là, on monétise le système d'information lui-même et non plus l'opération. On monétise le système d'information et, en gros, vous avez une tarification qui est en fonction des appels. Ce qui veut dire que votre système, il doit être capable d'enregistrer le nombre d'appels pour pouvoir faire une facture, en passage. Et bah, vous vous dites, bah, finalement, c'est très variable, parce que Google Maps, on comprend pourquoi il gagne beaucoup d'argent, parce que pour 1000 appels, vous payez $7. Quelque chose qui était gratuit hier. Aujourd'hui, Google Maps, si vous voulez insérer une carte dans votre site web, vous payez $7 les 1000 appels. Et puis, il y a la signature électronique qui est beaucoup plus compliquée, où là, vous voyez que c'est beaucoup plus cher. Donc, le premier sujet, c'est de se dire quel prix je mets par appel. Le deuxième sujet, c'est de vous dire, ah, mais c'est quoi les volumes que je vais avoir? Alors, ça conditionne déjà l'installation technique, parce qu'il faut bien faire. Mais vous vous dites, c'est quoi? Alors, là, la DSP2, vous vous dites, bon, regardons quel est le pourcentage des clients de mes clients, des clients des banques, qui utilisent un agrégateur. Là, vous trouvez que ce n'est pas beaucoup. Donc, vous vous dites, là, il y a peu de volume. Puis, quand vous creusez un peu le sujet, vous vous dites, oui, mais attention, si je regarde bien comment est fait la DSP2, et je ne rentre pas dans le détail, quand un client regarde son compte, ça peut faire 20 appels. 20 appels, et la réglementation vous dit, ah oui, mais un TPP, il peut appeler 4 fois par jour. Donc là, pour un client, même s'il y en a peu, ça peut faire énormément de volume d'appels. Et tout ça n'est pas rémunéré. Donc là, c'est un premier sujet, c'est de se dire combien ça va. Si vous passez au sujet de l'authentification forte, dont je rappelle qu'elle devient obligatoire sur le site web normal d'accès aux clients de la banque, ah ben là, c'est beaucoup plus volumineux, puisque nous, on a regardé, on a un peu posé des questions. Pour une banque qui a à peu près 40 000 clients, on passe tout de suite à 1 ou 2 millions d'authentifications par an. Donc là, il y a un marché de volume qui existe. Donc ça, c'est la deuxième question. C'est le deuxième défi, c'est de se dire comment je bâtis un tarif, comment j'estime les revenus. Et ce n'est pas une question simple non plus. Puis après, une fois que vous avez fait ça en disant, bah, là, j'ai quand même bâti un système, le troisième sujet, c'est de vous dire, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme API rémunéré? Parce que j'ai mis le pied dans le business de l'API, j'ai été obligé d'exposer des comptes, on pourra initier un paiement, j'ai un sujet d'une API d'authentification forte qui commence à arriver. Eh bien, quels sont les autres? Eh bien là, on commence à réfléchir. On voit arriver la question de la consultation des comptes épargne, qui est un premier sujet, puisque la DSP2 dit j'expose des comptes de paiement, mais les comptes épargne, personne n'a dit qu'ils étaient gratuits, et pourtant c'est facile à exposer. Donc c'est un sujet qui vient. On a des sujets de paiement instantané qui commencent à arriver, où là on se rapproche plus d'un paiement à l'opération. Et puis on a des sujets techniques qu'on n'attendait pas. Vous voyez, c'est le troisième défi qu'on regarde. C'est des sujets que vous n'attendiez pas qui arrivent. C'est comment on a beaucoup de clients qui commencent à nous dire « Moi, je voudrais avoir une API qui me donne la liste des TPP autorisés en Europe. » Alors, comme chaque banque centrale émet cette liste, il y a une société qui a fait un annuaire centralisé qui s'appelle Preta, mais qui le commercialise d'une manière assez complexe. Ben, on nous demande de prendre le relais et d'avoir des choses assez simples dans ce domaine. Donc, vous voyez, le deuxième défi, une fois qu'on aura passé la vague technologie, le deuxième défi, c'est d'en faire un monde de business. Et là, je dois dire, aujourd'hui, la page est blanche. Ça sera mon dernier slide. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate sur le marché, effectivement, c'est que depuis 18 mois, les gens ont compris cette technologie, les gens ont compris ce qu'on pouvait en faire, les gens commencent à la mettre en œuvre, et là, la page est encore blanche.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de modèles à construire, il y a plein d'échanges à faire. Ce que je vois ce matin de la présentation, c'est qu'on s'est occupé beaucoup de la banque de détail. Il y a des acteurs, notamment HSBC, BNP, qui commencent à réfléchir massivement à la banque d'entreprise, voire à la banque de la PME. Et bien là, dans ce domaine-là, je crois que on rentre dans un nouveau domaine où on va avoir de plus en plus de partenariats, on va avoir de plus en plus d'échanges, et que tout ça, eh bien, par le biais des API, va créer de l'innovation, des nouvelles fonctions, et qui seront au bénéfice de tout le monde. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Voilà des beaux défis, et puis je vous souhaite une bonne journée.